conditions sont multiples. Il y a les conditions extrêmes, c'est les conditions de violence, donc les viols. Il y a les viols de toutes sortes, hein, avec soumission ou non, parce qu'on peut boire et se retrouver en activité intime avec une personne alors qu'on ne l'a pas désiré. De la même façon, il y a les rapports sexuels sans contraception préalable, donc chez une personne ou non en couple. Parce que les personnes qui sont complètement établies en couple, il y en a qui n'utilisent pas de contraception régulière et qui pourraient se retrouver par inadvertance parce qu'ils n'ont pas fait attention au calendrier menstruel, avoir des rapports sexuels inopportuns. Donc, dans toutes ces conditions-là, ces dispositifs sont disponibles. Et les dispositifs dont je parle, c'est des comprimés. C'est présenté sous forme de 1 ou 2 comprimés pour 2 types de molécules différentes. Et ils servent à donc bloquer l'ovulation et empêcher ainsi une éventuelle fécondation. L'objectif en prenant la pilule du lendemain, c'est d'empêcher que l'ovulation n'ait lieu. Et l'efficacité est bonne lorsque c'est dans les 24 heures qui suivent l'événement. Donc plus c'est proche, plus c'est efficace. Et plus c'est pris tardivement, moins c'est efficace. Dans ma pratique, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la pilule du lendemain comme moyen de contraception permanent. Et c'est un abus pour la simple raison que c'est une contraception qui doit être prise en urgence. Et si on se retrouve en urgence toutes les fois et plusieurs fois dans une même année, cela veut juste dire qu'on n'a pas choisi de prendre les bonnes précautions, les précautions standards. Avant, j'utilisais la pilule du lendemain, mais je constatais qu'à chaque fois que j'utilisais, ça avait des répercussions sur les menstrues qui venaient. Soit j'avais trop mal, soit j'avais les menstrues 2 fois le même mois. Donc finalement, j'ai stoppé. Apparemment, selon mes informations, il paraît que ce sont des méthodes à risque. Et apparemment, à partir de 23 ans ou 22 ans, ça peut créer des tensions ou des AVC. Donc moi, je n'en prends pas. D'après mes recherches, il y a des mystères tout autour et ça dérègle les menstrues. Donc à chaque fois qu'on a des menstrues, par exemple le 25 du mois, tu peux avoir ça le 19, le 18, 30, 31. Donc je ne veux pas prendre des risques. Si, je sais les risques, mais ça ne m'est jamais arrivé au fait, non. C'est pourquoi j'utilise les pilules du lendemain. Et parce que ça évite la grossesse au fait et ça te permet au fait de ne pas vite tomber enceinte au fait. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui calculent le cycle au fait, mais ça ne marche pas, plutôt elles tombent enceinte, donc c'est un peu ça. Donc je préfère prendre la pilule du lendemain, donc c'est un peu pour être sûr. Oui. Je n'ai pas trouvé de méthode. Soit je compte les jours, soit c'est le coït interrompu. Alors, déjà, l'abus va provoquer de façon presque sûre une décadence du cycle menstruel. Donc, le cycle va être décalé et la personne n'aura plus un cycle aussi régulier qu'elle ne l'avait avant. Donc, les perturbations vont arriver et les règles vont venir soit plus tôt, soit plus tard par rapport aux échéances habituelles. Mais il y a beaucoup d'autres aléas. Il y a le risque de grossesse, parce que justement, l'ovulation ayant été bloquée au cours du cycle dernier, une autre ovulation va survenir avant que les règles ne viennent. Et n'ayant pas su gérer, il y a la possibilité qu'il y ait une nouvelle grossesse avant même que les prochaines menstruations n'arrivent.
Les perturbations du cycle menstruel qui vont arriver en dehors de l'irrégularité de la date d'arrivée, ça peut être des saignements inopinés ou des saignements plus ou moins continus avec une quantité variable qui peut aller de saignements minimes à des saignements très abondants pouvant amener à consulter en urgence. Donc, on va dire dangereux, pas dans le sens mortel, mais c'est très délétère. Ça peut perturber énormément la santé sexuelle et hormonale de la personne de prendre la pilule du lendemain de façon inconsidérée. C'est courant. C'est très courant et très fréquent parce que avec les rumeurs, les fausses rumeurs qui circulent sur les moyens de contraception traditionnels classiques, c'est surtout les jeunes femmes qui s'adonnent à l'utilisation abusive de la pilule du lendemain. Et nous les recevons en consultation avec les troubles divers et variés comme j'en ai parlé. Pour résoudre tout ça, on est obligé de les sensibiliser et de leur donner des conseils sur les bonnes pratiques en la matière. La contraception doit être une chose normale et un choix raisonné que toute femme en activité génitale devrait faire si elle ne souhaite pas avoir une grossesse. Alors, quand je parle de contraception, tout de suite, l'idée des gens, c'est oui, c'est des pilules, c'est des injections, c'est des trucs comme ça, et ça va nous donner des problèmes. Eh bien, la contraception, c'est aussi l'utilisation du préservatif, masculin ou féminin. C'est d'ailleurs le meilleur et le premier moyen de contraception auquel on devrait recourir. À chaque rapport sexuel, mettez un préservatif masculin ou féminin, le problème est résolu. Mais au-delà, il y a la contraception naturelle aussi qui consiste à calculer les dates et à s'abstenir d'avoir des rapports sexuels à des périodes où on est susceptible d'avoir une grossesse. Bonjour à tous. Ce jeudi, nous sommes sur Actu Matin et un observateur nous suivra tout au long de cette matinale. Ce matin, c'est Alessandra Djinan, enseignant et syndicaliste qui nous suivra dans nos pas. Alessandra Djinan, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin, merci de venir voir avec nous ce qui se passe sur la matinale sur Canal 3 Bénin. Sur le plateau et en dehors. Mesdames et messieurs de l'actualité, vous avez le point du Conseil des ministres d'hier mercredi. Les journaux, nous ferons le point tout à l'heure. Nous le verrons très rapidement avec la une des journaux. Puis en détail en fin d'émission avec Asiongbon Kanyi. Asiongbon, depuis quelques semaines maintenant, les examens scolaires de fin d'année en cours. Vous avez remarqué certainement l'opportunité qu'en font les acteurs pour de l'exhibitionnisme avec cette mobilisation dans chaque département, dans chaque commune, sinon dans chaque quartier de ville et village. Quelle pertinence pour autant d'énergie et autant de sous? Question au cœur de nos échanges. Notre observateur nous en dira deux mots. Dans la troisième partie d'Actu Matin, nous appellerons le maire de Tukuntuna. Là-bas, la question de l'émergence économique de la commune est un souci populaire. Tout le monde s'est mobilisé pour participer à la rencontre économique organisée le mois passé dans la commune. L'autorité initiatrice de cette activité nous expliquera quelle en est la pertinence. Bonjour encore une fois, bienvenue sur l'Actu Matin. C'est donc le premier rendez-vous sur la matinale sur Canal 3 Bénin, la une des journaux. Nous verrons ensemble ce que nous proposent les parutions dans leur production ce jeudi matin. On va ouvrir comme à notre habitude avec Fraternité ce matin qui est très footeux. Match Bénin-Sénégal du 17 juin prochain. Appel à l'union sacrée autour des guépards. Mathurin de Chacun sonne la grande mobilisation. Question d'actualité au Parlement, Adambé justifie les derniers délestages. Vous avez donc ces explications à la page 15 du quotidien dans sa production de ce matin. Alassane Seydou, rassurant sur la lutte contre le terrorisme, rapporte le quotidien qui paraît aménoté à Cotonou. Réalisation du projet Atlantique Moulin Bénin à la GDIZ. Atlantic Group signe une convention avec la BOAD. Campagne cotonnière 2023-2024, le prix d'achat du coton graine conventionnel et biologique fixé, précision à la page 7 du quotidien, et puis collecte de paiement et de recouvrement dans les structures publiques et parapubliques, la création d'une agence annoncée, fin des tracasseries, pense le quotidien, position à découvrir à la page 7 de la production du journal ce matin. Nous sommes avec Libération, toujours footeux. Match Bénin, Bénin libéré, pardon. Match Bénin-Sénégal, de chacun s'appelle à une mobilisation générale autour des guépards. L'affiche du jour, explosion à la caserne de Tofor, perturbation dans la fourniture d'énergie électrique et terrorisme au Bénin. Voici les explications du gouvernement devant la représentation nationale. Les 4 vérités. Le ministre Alassane Seydou parle de l'explosion meurtrière à la caserne de Tofom. 6 morts et 4 blessés graves, toujours hospitalisés en France. Découvrez donc à la page 7 du quotidien les détails liés à cette information-là. Et puis sortie prochaine d'une autobiographie, à part d'orphelin, le premier essai de Dr Jean de Soumoum. Détails à découvrir à la page 12 du quotidien. Nous sommes avec la primeur et la actualité au Parlement. Toujours gestion des débats parlementaires sous la 9e législature. La stratégie payante du président Louis Barounou Vlavonou à découvrir avec le journal La Primeur. Info Matin. Politique de la chaise vide au palais de gouverneur à Porto Novo. Est-ce que c'est une option idéale pour les démocrates? C'est demandé. Le journal Match Bénin-Sénégal au stade de Mathieu Kérékou. Siège urticant, le chantier de Omeki, et de Chacus Conseil. Info Matin dans sa production de ce matin. Gaskiani Info Paris, les démocrates, le parti Les Démocrates subir et se taire. Pénurie d'essence au niveau des stations-service. Les citoyens souffrent le martyre, alerte le quotidien. Et puis, le journal qui nous propose l'avis des journalistes béninois au sujet du match annoncé Bénin-Sénégal pour le samedi prochain.
Le quotidien, l'événement du jour, recouvrement des créances à la SONEB, à la SB2E et à la SGDS. Le gouvernement Talon fait le choix de l'efficacité. Le matinal, subvention des intrants agricoles, le gouvernement débloque 30 milliards de francs CFA. Le quotidien Les Pharaons, débat d'orientation budgétaire 2024, les chiffres clés et les grandes décisions à découvrir dans les colonnes du quotidien. Lutte contre les maladies tropicales négligées, le Bénin 6e meilleur élève en Afrique, nous apprend le matin. Nous retournons à la une de Fraternité pour le deuxième passage, match Bénin-Sénégal du 17 juillet prochain. Appel à l'union sacrée autour des guépards. Mathurin de Chacu sonne la grande mobilisation. Question d'actualité au Parlement. Adambi justifie les derniers délestages. Alassane Sédou rassurant sur la lutte contre le terrorisme. Et puis réalisation du projet Atlantique Moulin Bénin à la GDI-Z. Atlantique Group signe une convention avec la BOAD, campagne cotonnière 2023-2024. Le prix d'achat du coton graine conventionnel et biologique fixé. Désormais, vous avez les détails dans les colonnes du quotidien Fraternité, puis collecte des paiements et des recouvrements dans les structures publiques et parapubliques. La création d'une agence annoncée. Le journal pense que c'est la fin des tracasseries. Ainsi donc l'actualité, la une des publications ce matin. On va aller dans les pages de Fraternité comme à notre habitude. Vous avez déjà à la numéro 2 le compte rendu intégral du Conseil des ministres avec ce focus que le journal fait sur des lanternes scolaires qui seront bientôt installées dans les écoles primaires publiques en milieu rural. En tout cas, c'est pour aider à l'électrification donc des établissements scolaires dans ces zones qui n'ont pas de lumière alors que les cours sont censés parfois se terminer autour de 19h où la nuit est déjà tombée à certaines époques de l'année. Et puis, la page internationale, c'est à la 9 du quotidien. Vous avez un zoom sur plusieurs pays, le Tchad, le Mali, le Sénégal par exemple. Un nouveau record de 110 millions de personnes déplacées de force à cause du climat. C'est un article qui pourrait bien vous intéresser puisqu'on parle maintenant de changement climatique et de ces désastres sur la planète Terre. Et cette mauvaise information avec BBC Afrique, il y a naufrage d'un bateau de Kwara au Nigeria. Plus de 100 personnes sont mortes avec quelques disparus. On cherche encore à retrouver l'épave de ce moyen de transport qui a créé autant de dégâts. Retour sur ce plateau. Allez, notre observateur est là, Alessandra Dina. Un sujet qui vous a intéressé rapidement? Je crois que le sujet qui m'intéresse, c'est l'installation des lanternes scolaires au niveau des écoles. C'est vrai, tous les autres sujets sont intéressants, mais puisqu'il s'agit de l'école, je crois que cela m'intéresse davantage. On va en parler certainement au cours du débat. Merci beaucoup d'être là. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant au bulletin de l'information. Il y a déjà que la présentatrice est déjà installée, Florence Bossa. Bonjour Florence. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans les titres de bulletin à suivre, le Bénin qui fait officiellement partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont réussi à éliminer le trachome. C'est une performance réalisée au bout de plusieurs années de lutte. Et justement pour célébrer cette prouesse, le ministère de la Santé était ce mardi avec ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'OMS et l'USAID. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Élément de réponse dans le bulletin tout à l'heure. Et puis la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin qui est à sa deuxième session consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées. Il prend en compte le sport féminin et masculin, vous le voyez sur les images. C'est à l'actif de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Détails à suivre dans le bulletin. Voici donc le bulletin en complet. Je l'ai annoncé et c'est connu, Florence, le Bénin fait officiellement partie des pays ayant éliminé le trachome en Afrique de l'Ouest. C'est une performance, Tanguy, réalisée au bout de plusieurs années de lutte. Et pour célébrer justement cette prouesse, le ministère de la Santé s'est retrouvé ce mardi avec ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'OMS et l'USAID. Reportage Maryse Bocan.
C'est officiel, le trachome est entièrement éliminé au Bénin. Après 9 années de lutte, le ministère de la Santé et ses partenaires sont arrivés à bout de cette maladie tropicale. Le chemin a été long, les efforts suffisamment fournis et aujourd'hui c'est l'heure de célébrer cette prouesse. Le 13 avril 2023, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Bénin. Cette importante décision fait de notre pays le 5e de la région africaine de l'OMS a franchi cette étape importante dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à la suite du Ghana, de la Gambie, du Togo et du Malawi. Au plan mondial, le Bénin rejoint les 15 autres pays reconnus par l'OMS pour avoir éliminé la maladie. Le trachome est une sorte de conjonctivite transmissible provoquée par des infections répétées. Il peut conduire à la cécité. Au total, 777 cas de trichiasis trachomateux ont été pris en charge. Tout au long de ce processus, le volet nettoyage du visage et changement de l'environnement ont été accomplis en continu grâce aux activités de WASH dans les écoles et un plaidoyer dans les mairies des communes endémiques pour la réalisation des ouvrages d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La célébration de l'élimination du trachome s'est déroulée en présence des représentants de l'OMS, l'USAID et Sight Savers, tous des partenaires qui ont accompagné le Bénin dans le combat. Cette célébration représente une lueur d'espoir pour la communauté mondiale du trachome et des maladies tropicales négligées. Elle montre que grâce à la collaboration, à la détermination, à un investissement soutenu et en donnant la priorité à la santé et au bien-être des communautés, il est possible de relever de grands défis. Au niveau du Bénin, grâce aux efforts conjoints des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers engagés dans cette lutte et de la population béninoise, nous célébrons aujourd'hui un grand succès, à savoir l'élimination du trachome au Bénin. Le Bénin, par ce résultat, aura contribué au progrès significatif réalisé dans la lutte contre le trachome au cours des dernières années. Aussi, le Bénin vient-il se hisser au rang des pays ayant éliminé 3 maladies tropicales négligées et parmi les 6 pays à avoir éliminé le trachome dans la région africaine de l'OMS. Au nom de l'USAID et du peuple américain, et au nom de notre ambassadeur, je tiens à réitérer mes félicitations à l'ensemble du ministère de la Santé et je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir nos héros, vraiment héros pour cette réalisation exceptionnelle. La cérémonie a été agrémentée par une prestation artistique et la remise au ministre de la Santé des documents officiels qui attestent l'élimination du trachome au Bénin par la représentante résidente de l'OMS. Le programme d'adaptation des villes au changement climatique vient de boucler 3 années d'exécution au Bénin. C'est le moment pour les acteurs et les partenaires de faire le bilan des réalisations du projet dans les communes bénéficiaires telles que Boïkon, Komé, Cotonou et Sémé-Poti. Les travaux sont lancés en session ordinaire par le comité du projet à Cotonou ce mardi 13 juin. Kagne à Siongbon-Kagne. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique. 4 villes sont concernées par le programme, Boïkon, Komé, Cotonou et Sémé-Poti. À la rencontre, les membres du comité ont abordé les questions essentielles. La première session ordinaire du COPIL au titre de l'année 2023, la 3e depuis le début de la mise en œuvre du projet, qui se tient ce jour, mardi 13 juin 2023, a pour but essentiel d'échanger avec les différents acteurs sur le niveau réel d'avancement du projet, afin d'explorer ensemble les bonnes perspectives qui s'offrent sur le projet au regard des défis qui restent à relever. Démarré en juin 2020, le projet est financé par l'Agence française de développement. Il a pour objectif global d'accroître la capacité d'adaptation au changement climatique des villes béninoises.
Il vise aussi à renforcer les capacités de différents acteurs municipaux et centraux en charge du développement urbain durable. Parlons coopération décentralisée avec le programme belge par lequel les villes belges apportent des appuis matériels et techniques à certaines communes du Bénin. Des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont fait un exercice d'évaluation du travail abattu à mi-parcours de ce programme quinquennal. C'est à la faveur d'un atelier qui a pris fin ce week-end dernier à Grand Popo dans le département du Mono. Reportage. C'est une rencontre périodique entre acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme Globe, un programme de coopération internationale dont ils évaluent ici les résultats de la deuxième phase quelques mois après sa mise en œuvre. Alors, il s'agira pour chacune des communes de faire le point de la mise en œuvre de son programme et chaque commune va dire comment la mise en œuvre de son projet se passe, les difficultés rencontrées et les recommandations à faire. Ces recommandations concernent les 4 communes bénéficiaires de ce programme, à savoir Tukuntuna, Boïkontobo et Zakota, des communes qui bénéficient de l'assistance de l'Association des communes de la Flandre, une partie de la Belgique, pour dynamiser leurs économies locales. À Zakota, nous sommes spécialisés sur l'appui de la population pour la promotion du riz et du poisson. Ce qui a permis d'accroître les rendements. Vous convenez donc avec moi qu'au regard de ces objectifs, le programme Globe met l'homme et la femme au cœur de son action. La réussite du programme dépend donc de notre capacité à prendre en compte de façon intelligente les aspirations et les spécificités socio-culturelles de nos populations. Et j'espère que les communes vont quitter ici avec pas mal d'inspiration, ça c'est un. J'espère aussi qu'ils seront mieux orientés dans le programme Globe. On n'a pas non seulement les coordinateurs qui sont ici, mais aussi les RAF, aussi les responsables du marché public. Et c'est seulement avec les collaborations avec différents services que le programme peut vraiment atteindre ses résultats. Et c'est ça aussi l'objectif d'aujourd'hui. Cette séance offre d'ailleurs l'opportunité aux participants de discuter du niveau d'avancement du programme et de tirer les leçons à mi-parcours afin d'apprendre de leurs expériences pour améliorer les choses. Sur le terrain, l'éventail est annoncé pour être élargi avec l'entrée dans le cercle des bénéficiaires d'une nouvelle commune, celle de Comé. Et nous allons parler football, sinon sport scolaire, en attendant donc l'actualité des sports avec Ali Moumouni dans ce studio. Florence, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, a procédé hier mercredi au lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la deuxième session consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées et qui prend en compte le sport féminin et masculin. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu sur le terrain du campus de l'université d'Abomey-Calavi. Reportage. L'essai est une tradition et le geste symbolique. Pour le lancement de la 10e édition des Jeux universitaires, les cadres du ministère des Sports, les responsables de l'OPSU et ceux du COS se sont prêtés à l'exercice. Ils l'ont fait sans de l'à peu près. Après le football, ils sont allés au basket, puis au handball. Ce que nous souhaitons, c'est que les talents s'expriment dans le fair play. Dans le fair play, parce que dans la brutalité, on ne réussit pas grand-chose. Et donc, nous avons conseillé aux athlètes de nous montrer ce dont ils sont capables, mais en gardant à l'esprit les règles du jeu. La compétition se déroule dans 5 zones prédéfinies. Elle regroupe les universités publiques et privées du Bénin dans 4 disciplines, le football, le handball, le basketball, l'athlétisme, aussi bien chez les hommes que chez les dames. La particularité de cette année, c'est qu'on a eu plus d'engouement que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu au total 58 universités. Mais cette année, nous nous retrouvons à 66 universités
et n'eût été la clôture du dépôt des dossiers et les tirages, nous serons autour de 70 universités, voire 75 universités. Parce que d'autres universités sont venues après qu'on ait fait les tirages. C'est la preuve que le sport universitaire déchaîne les passions désormais au Bénin. C'est parti pour 2 semaines de compétition pour le compte de la phase zonale. Sur le plan organisationnel, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces 10e Jeux universitaires du Bénin. Nous sommes convaincus davantage qu'à l'université, il y a des talents. Il y a des talents à l'université de sorte que on peut compter sur l'université aussi pour nourrir nos équipes nationales, pour nourrir nos clubs et pour que le Bénin de demain fasse des merveilles aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Au coup d'envoi, l'équipe de la FAST a affronté celle de la FSA au football. L'IFRI et ENSA sont mises aux prises pour la première journée du basketball féminin et pour finir, la FLAC en découle avec l'EPAC au niveau du handball. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Laurence Bossa, merci pour le service. Vous passez une très bonne journée. On va se voir certainement lundi prochain pour entamer une nouvelle semaine de présentation sur Actu Matin. Mesdames et messieurs, le bulletin d'information a fini par l'actualité des sports. Et justement, nous allons passer à la rubrique sport sur Actu Matin, c'est Sport Matin. Voici donc le boulot de Ali Moumouni sur cette émission. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous avez ce matin un invité. Avant de le découvrir, on va passer d'abord à la transition. Comme les jeudis matin, on en part ici sur Sport Matin, sur Actu Matin, l'invité. Ce matin, vous avez appelé Géraud Viouami, qui est chroniqueur sportif, c'est normal. Sauf qu'il est sur ce plateau pour nous parler d'un livre. Il a sorti récemment Le Rêve jaune, qui retrace un peu l'épopée des écureuils du Bénin à la CAN 2019. Écureuil devenu guépard par la suite. Monsieur Viouami, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Ali, un livre pour retracer justement cette histoire, cette belle histoire. Oui, Géraud Viouami qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, bien entendu. Et je crois que ça fait donc la deuxième participation de ce jeune chroniqueur béninois à une CAN, à une phase finale de la Coupe d'Afrique. Et donc, il a voulu donc partager avec le public béninois, en fait, son parcours. Et donc, ça me permet de lui poser cette question ce matin. Géraud, avant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand est-ce que vous avez senti le besoin de laisser une trace, de laisser les traces de cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, mais en fait, l'idée de base du livre est partie d'un pari. Parce que je devais couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations qui était ma deuxième, puisque j'en avais fait une troisième là. Et quand je partais à la CAN, j'ai eu un souci avec mon vol en escale. Et je devais arriver la veille du premier match du Bénin contre le Ghana. Et j'ai raté le premier match parce que j'étais coincé à l'hôtel, le vol a été décalé. Et j'étais en train de parler avec mon frère et je lui disais que bon voilà, j'ai raté mon vol, donc que je vais rattraper la compétition du Bénin sur le deuxième match. Donc pour me taquiner, il me disait bon, de toute façon le Bénin sera éliminé au premier tour, tu vas en Égypte pour faire 2 matchs et puis tu vas rentrer bientôt. J'ai dit non, tu verras, on ira plus loin. Et si on va plus loin, je ferai un document pour que ça marque l'histoire. Donc l'idée de base est partie de là. Et quand j'arrive sur place, l'histoire devient encore plus belle, avec beaucoup d'émotions, le Bénin va loin. Pourquoi vous étiez si convaincu que le Bénin irait loin? Non, c'était juste un pari. C'était juste un pari parce que je connaissais bien cette équipe-là. Je savais que l'équipe avait un peu d'ambition. Je ne veux pas dire que j'étais sûr qu'on irait en quart de finale, mais j'avais un bon pressentiment, c'était tout. Et surtout parce que moi, de mon parcours de journaliste, j'ai lu peu de documents sur l'histoire du football béninois. Il y a des noms qu'on nous cite, mais on n'a pas d'éléments, que ce soit vidéo ou écrit, qui puissent retracer vraiment ce que ces aînés-là ou ces anciens ont fait par le passé. Donc je laisse cela pour l'histoire. Et comme l'histoire aime souvent bégayer, entre la CAN 2019 et maintenant, l'équipe ne s'appelle même plus les Écureuils. Ok, alors vous avez quand même fait un récit fidèle de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, à commencer déjà par le vol manqué. Alors pourquoi avoir choisi de raconter carrément tout votre parcours au cours de cette compétition? En fait, vous savez, quand vous faites une compétition internationale,
ça ne se limite pas seulement à ce que vous vivez au stade. Vous allez dans un pays, vous découvrez une culture, vous avez des aventures, vous avez des mésaventures, vous vivez des choses qui dépassent parfois le football. Donc là, j'ai pris, je ne vais pas dire le risque, de ne pas seulement parler du côté sportif, de tout ce qui est compte rendu des matchs, des anecdotes, mais de raconter aussi un peu ce que vit un journaliste ou on va dire quelqu'un qui va découvrir un pays de manière générale. Donc pour moi, le partage passe par cela aussi. Quand vous allez à la CAN, vous devez prendre par exemple des tickets de match avant de vous enregistrer en tant que journaliste. Il y a beaucoup de choses que le grand public ne connaît pas forcément et il pense seulement que ça se limite au terrain, mais il n'y a pas que ça. Alors dans ce parcours-là, qu'est-ce que vous avez véritablement marqué, d'abord parlant de vous, votre expérience, avant de revenir maintenant sur en fait la performance des écureuils à cette CAN-là? Moi, je suis quelqu'un, j'attache beaucoup d'importance à ce que j'appelle les émotions. Parce que quand je suis arrivé en Égypte pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je ne m'attendais pas forcément à ce que le Bénin aille si loin. Et j'ai vécu tellement de belles émotions que je me suis dit, je ne pourrais pas garder ça pour moi. Oui, mais justement, en parlant d'émotions, il faut des images pour capter les émotions, pour les faire s'éterniser, devenir éternelles. Mais dans votre livre, on n'a pas d'image du tout. Non, c'était plutôt des discussions avec l'éditeur par rapport aux droits d'image. Et je rappelle que j'ai terminé le livre depuis 2020. Et on a eu beaucoup de discussions. Dans une première version, il y avait des images. Et comme on ne s'entendait pas avec les personnes qui avaient les droits d'image, on a décidé d'en faire fi et de faire dans un autre style. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas des images qu'il n'y a pas de... Oui, j'avoue que je lis beaucoup de choses intéressantes. Voilà, ah tiens, quand on parle de football, Ali, c'est toujours de gros sous. Hein? Ah oui. Vous pouvez participer, cher observateur. Andy, vous écrivez à la page 21. Après le match, tout le groupe sera informé. C'est par rapport aux négociations. Exactement, de la cagnotte. La cagnotte. Alors, après le match, tout le groupe sera informé d'une conclusion au dîner. Le ministre, on suppose, des Sports et le président de la FBF ont tranché. Il a été convenu que les joueurs toucheront chacun 8 millions de francs CFA comme prime de participation à la phase finale. 4 millions par match gagné. 2 millions par match nul, puis en cas d'accession au second tour, les écureuils auront droit chacun à 5 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout, continue. J'ai de bonnes raisons de chercher à me convertir en footballeur et j'y travaille sérieusement. Alors vous dites avant l'entrée en liste des écureuils, j'ai produit sur un site une série exclusive de pointeurs sur les 23 joueurs retenus à la phase finale. En tout cas, je vois beaucoup de détails intéressants par rapport à cette épopée-là. Je voudrais bien voir quelle appréciation les supporters égyptiens ont pu avoir de ce parcours du Bénin là-bas. Je vais dire que l'image du Bénin est montée en flèche. Parce qu'au début, moi, j'ai eu la chance de faire... le Bénin a fait 2 villes. D'abord à Ismaïlia. Ensuite, quand le Bénin a cédé au second tour, l'équipe s'est déplacée au Caire. Et j'étais sur les 2 villes en permanence. Je vais dire que j'ai fait presque toutes les séances d'entraînement du Bénin. J'étais à l'hôtel où l'équipe était logée régulièrement. C'était pas loin du mien. Et je vais dire que l'image est montée au fil des semaines. Surtout après la qualification face au Maroc. Quand vous passez dans la rue avec le maillot du Bénin, les supporters vous reconnaissaient. Même si parfois il y avait la barrière de la langue, ils vous levaient un pouce pour vous dire ah oui, nous sommes contents de ce que vous avez fait. Des fois, même dans le hall de l'hôtel, quand vous êtes avec les joueurs, il y a des jeunes enfants qui passent avec leurs parents et qui reconnaissent. Je me rappelle une fois, j'étais avec Saturnin à la guerre, on devait tourner un entretien et il y avait un jeune homme qui passait avec son papa et qui disait ah mais tiens, c'est lui le gardien dont tout le monde parle à la télé. Et il y a eu un engouement entre le quart de finale le 8e de finale gagné et le quart de finale. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas en Égypte mais qui sont venues spécialement pour voir ce quart de finale là. J'avais un ami dont je parle dans le livre d'ailleurs, il s'appelle Faute, que je salue au passage, qui était arrivé en Égypte express juste parce qu'il avait envie de voir le quart de finale face au Sénégal. Donc il y a eu ce genre d'attraction et surtout la plus grosse remarque sur cette attraction ou la montée en puissance du Bénin, c'est au niveau des médias internationaux qui se sont rués littéralement. J'ai jamais vu ça de toute ma vie, de voir autant de médias internationaux se ruer à la séance d'entraînement des écureuils. Il y a eu tellement de demandes d'interviews, que ce soit pour les joueurs, le coach. C'était vraiment comme si les Bénins étaient sur un nuage. Vous avez raconté assez d'anecdotes, bien entendu, de ce que vous avez vécu, mais vous n'avez pas raconté vos ressentis dans votre document. Pourquoi? Aujourd'hui, pour moi, c'est, comme je dis, c'est un livre témoin pour l'histoire. Souvent,
On dit que la CAN s'est terminée par une défaite face au Sénégal, donc il faut forcément dire des choses où on dit que dans le foot béninois, tout ne se passe pas bien et qu'il faut dénoncer les choses. Quand tu fais un livre, Géraud, il faut... c'est le rôle d'un journaliste. Exactement, et que je le fais très souvent et qu'il faudrait vraiment qu'on puisse bousculer les côtes. Mais comme j'ai dit, ce livre, je ne l'ai pas fait pour faire le gentil, mais je l'ai fait, comme je l'ai dit, parce que sur cette CAN, on a ressenti tellement de belles émotions que je veux les éterniser. Ensuite, la CAN 2019 a été l'une des rares compétitions de l'histoire du football béninois où il y a eu peu ou pas du tout de problèmes extra-sportifs. C'est très rare. Souvent, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes de tel joueur a fait ci, tel joueur a fait ça. Voilà, tel joueur a fait ça. Mais c'est un rendez-vous, en tout cas, continental où chaque équipe africaine vient porter à la face du monde ses soucis. Hein. Le Cameroun avait posé quelques problèmes à l'occasion. Ils ont même failli rater carrément cette rencontre-là. Alors, concernant ce match historique, face au Maroc. Vous écriviez, et on a eu peur ce jour-là, Khaled Adeno out, Alagbe so hot. Déjà avec la première période, suite à une contestation, Khaled Adeno prend un second jaune pour la même raison, alors qu'Adileu était au sol. Le vice-capitaine est exclu, 97e minute. À 10, les écuries tiennent en bloc et ne concèdent rien aux Marocains. Puis, Ziyech aura la dernière occasion, on se rappelle très bien, ce ballon contre le poteau. Exactement, le penalty. Ce penalty contre le poteau. Oui. Sur un service de Mbak Boussoufa au point de penalty, l'attaquant de l'Ajax manque le cadre à la 118e minute. C'était la balle de match. 1-1 à l'issue des prolongations. Au tir au but, Olivier Verdon, David Digla, Anan Tidjane transforme les 3 premiers tirs béninois. Le Maroc manque 2 tentatives. Boufal tire au-dessus, puis El Nesri voit le sien stoppé par Alagbe, puis la transversale. Une belle histoire. Très belle histoire. Et on en demande à renvoi parce que, bizarrement, quand j'ai terminé le livre, j'ai terminé sur mon canapé pendant le confinement en 2020. Et je me disais, bon, en fait, je voulais le sortir dans cette période-là. Et puis, il y a eu Corona, confinement et tout ce qui s'est passé ensuite. Et je me disais, mais à quel bon moment est-ce que je trouverai pour sortir? Peut-être qu'on va faire la CAN 2021 ou 2022 et que tout le monde va oublier 2019. Donc, j'avais une petite pression. Et quand on ne s'est pas qualifié pour la CAN qui a suivi, je me suis dit, en fait, je réalise encore plus que ce qu'on a fait en 2019 était quelque chose de beau. D'historique. Alors, vous avez quand même aussi relevé certains aspects en discutant beaucoup plus avec les joueurs, avec aussi le staff technique. Exactement. Certains points d'homme du tout, surtout ce que le public ne voyait pas, parce que vous avez martelé également dans le document le 5e tireur, que j'aimerais que vous dévoilez ici au public sportif pour qu'il sache qui était le 5e tireur, qui n'a pas tiré. Qui avait toute sa tête sur ses épaules. En fait, je vous raconte. Quand le tir au but arrive, j'ai eu des confidences. Il y avait tellement de pression que les anciens ne voulaient pas tirer. Les anciens ne voulaient pas tirer. C'est un joueur qui a tiré qui me disait les anciens n'avaient pas envie de tirer. Donc le coach a demandé qui sont ceux qui ont envie de tirer. Et vous allez voir que ce sont les jeunes David Gila, Anan Tidjani, Olivier Verdon a pris ses responsabilités. Il y avait également Maman Stibou. Quand vous prenez l'effectif du Bénin, eux, à l'époque, ce sont des joueurs de 24 25 ans. Et il y a un joueur dont je ne vais pas citer le nom, et dès qu'on celui qui m'a fait les confidences m'a dit, dès que le coach a dit qui sont ceux qui veulent tirer, c'était censé être quelqu'un qui devait prendre les responsabilités, mais lui il a fait déjà 3 pas en arrière, disant moi je ne veux pas, je suis pas concerné par les tirs. Qui supporte pas les émotions. Exactement, donc le 5e tireur, celui qui devait tirer, c'était Stéphane Sessayon, et il n'a pas eu besoin de tirer parce que les 4 premiers ont marqué. Donc, ça n'a pas été nécessaire que le capitaine se lance. Et il a été désigné à la fin de la rencontre hors de match. Géraud, dans 2 jours, le Bénin affrontera le Sénégal, bien entendu, les guépards et non pas les écureuils. Affronteront les Lions de la Teranga pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu, bien entendu, en 2024. Alors, pour vous, on va donc passer en même temps de 2019 à 2023 en même temps. Quelles sont les chances du Bénin de gagner, de remporter cette match? Donc, quelles sont les chances du Bénin tout simplement pour cette explication-là? En fait, aujourd'hui, avec les 3 points gagnés sur tapis vert, le Bénin est en train de débuter un nouveau miracle. Parce que théoriquement, on était censé avoir 2 points et on était censé être en train de dire, bon, déjà on est éliminé, on fait nos valises, il faut qu'on pense à la CAN 2025. Maintenant, le Bénin a 2 jokers. Le premier, c'est samedi prochain. Et il faudra faire un résultat face au Sénégal. Même si on ne le fait pas,
mathématiquement, le Bénin peut toujours aller prendre sa qualification à Maputo. Quel que soit le résultat bien entendu de la rencontre entre les deux. Avec une victoire par 2 buts d'écart, ce qui n'est pas notre fort quand il faut aller jouer des matchs couperés, surtout à l'extérieur de Bamako 2016 et Conakry récemment nous rappelle des souvenirs très, très dangereux. Et il faudra surtout, comme je dis souvent en éliminatoire, aujourd'hui, Guénot essaie d'instaurer une révolution avec beaucoup de jeunes joueurs. Mais en éliminatoire, ce sont les points qui comptent. Et si on ne prend pas les points qu'il faut, à commencer par samedi, il n'y a pas de cas. On sait donc du coup, souvent, quand ça commence comme ça, par un miracle pour le Bénin, ça va finir surtout par une qualification à la phase finale. Vous pronostiquez avant de partir? Non, ce qui est certain, moi j'ai surtout envie que cette nouvelle génération, comme celle de Dissué à son époque, qui avait battu l'Algérie sous une forte pluie en octobre 2018 à Cotonou, puisse aussi avoir son match référence, parce que pour débuter un parcours, une aventure, c'est très important d'avoir ce genre de match, et j'espère que ce sera le match de samedi. Et ce sera très bien en tout cas pour le nouveau nom. Oui, merci beaucoup Géraud. Le rêve jaune, je rappelle que c'est 152 pages. Voilà l'histoire. Préfacé par Franck Simon de Canal+. Et merci beaucoup. Allez les gars, merci. Vous passez une très bonne journée. Merci Tanguy. Alessandre Madino, pas un seul mot, en sport, vous ne voyez que dalle. Le sport, le football ne vous dit pas? Bon, pas trop. Pas trop. Les questions d'éducation, ça vous dira. À tout à l'heure donc. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Le temps d'installer notre commentateur ce matin, Franck Kaonou, va nous parler de cette habitude que nous avons prise au Bénin, de nous mobiliser, caméra et micro au point, pour lancer officiellement les examens de fin d'année. Dans la troisième partie d'Actu Matin, on aura droit aux commentaires de Franck Kaonou, on aura le débat qui va s'en suivre et puis les échos des communes avec le maire de Tukuntuna qu'on aura au téléphone tout à l'heure. Franck est déjà installé pour son commentaire ce matin. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler de ces lancements d'examens tous azimuts. À chaque examen au concours, que ce soit en fin d'année ou pas, avez-vous constaté, on assiste à des cérémonies protocolaires dites de lancement officiel. En 2023, c'était encore le cas. Certainement le cas aussi lundi prochain. À quoi servent au fond ces rendez-vous-là? Alors, c'est une sorte de programme préétabli, qui permet aux autorités en charge de l'éducation d'être présentes sur les lieux où se tiennent les examens au concours pour donner le top des compositions. C'est une très vieille habitude, je vous ai entendu le dire tout à l'heure, une coutume qui se réédite chaque année sans grande différence. Le schéma, il est tout connu. Une délégation composée est souvent du ministre, des cadres techniques du ministère et d'autres acteurs impliqués dans l'organisation de ces tests nationaux débarquent dans un centre et déroulent le protocole habituel, à savoir faire voir les enveloppes par les candidats. Ensuite, on déchire ces enveloppes, on leur partage les épreuves en laissant échapper quelques mots d'encouragement aux candidats, pratiquement les mêmes chaque année. On visite quelques autres centres et salles de composition sur le trajet et puis c'est fini. Cette façon de faire existe depuis bien des années. Les habitudes n'ont pas changé, sauf à quelques différences près. On peut comprendre, comme je l'ai dit, et que cela tient à une vieille tradition que les autorités se refusent d'abandonner, mais également au fait que ces dernières tiennent à voir ce qui se passe dans certains centres au premier jour de la composition. Aujourd'hui, plus que par le passé, les choses semblent un peu simplifiées. Il y a encore quelques années, c'est au son des gyrophares avec à la clé un impressionnant cortège
de véhicules que se faisait ce lancement. Heureusement qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon nous a épargné ces bruits assourdissants de gyrophares d'autorité. Cela est à saluer. L'alerte était maximale au point que quelquefois même de stresser les candidats qui attendent les premières épreuves tout tranquillement dans les salles. Eux qui étaient déjà meurtris par l'ambiance assez terne de cette première matinée de composition. Et tenez-vous tranquille, dans le cortège, on peut y retrouver le directeur de cabinet, l'assistant du ministre, la secrétaire du ministre, le directeur des examens et concours, son assistant et plein d'autres cadres du ministère. Et tout ceci avec la complicité des médias qui se mobilisent fortement derrière ces autorités qui, à la recherche de l'information, qui pour remplir leur part de contrat avec qui est lié à l'autorité au département ministériel. Le ministre des enseignements maternels et primaires l'a fait le lundi 5 juin dernier. Son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle l'a fait également le lundi 12 juin dernier, il y a quelques jours seulement. Le lundi 19 juin prochain, pour le baccalauréat, ce sera le tour de la ministre de l'enseignement supérieur. Nous sommes dans un éternel recommencement depuis des années maintenant. Absolument. Est-ce que vous voulez dire qu'on n'avait pas besoin ou qu'on n'a pas besoin de ce cérémonial, Franck? Puisque tout de même, cela apporte une certaine solennité au début de l'examen. Solennité, vous dites, Tanguy, non, on n'en a que faire. Pendant 9 bons mois, les apprenants ont travaillé dur sous le guide de leur encadreur. Ils ont suivi des séances de révision, de bachotage, des travaux dirigés. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Donc, ils ont été préparés pour affronter cet ultime moment. Ce n'est pas ce balai de personnalité, encore moins cette armada de caméras et micros qui les accompagnent, qui changera quoi que ce soit au rendement que produiront les candidats au thème de cet examen. Ces lancements font perdre forcément quelques minutes parce que sur place, le ministre place un mot. On fait circuler l'enveloppe chez un ou deux candidats, on distribue les épreuves avant de donner le top et le comble. Tant que le ministre ne finit pas à cette étape, aucun centre sur l'ensemble du territoire national l'ouvre la composition. C'est ni plus ni moins une perte de temps qu'on peut capitaliser en se passant de cette fameuse cérémonie. Deuxième chose, tout ceci a un coût pour ces déplacements. Les véhicules tournent avec du carburant et plus encore lorsque le centre où on doit faire le lancement est loin de Cotonou. Dans ce cas, il faut assurer les frais de mission aux membres de la délégation. Tout ceci, ce qui va avec. Et ce n'est pas fini. Le même scénario est observé dans les départements avec les préfets, dans les communes avec les maires, ainsi de suite. C'est tout simplement dispendieux, c'est-à-dire que ça nécessite des dépenses alors que nous sommes dans la dynamique de l'utilisation rationnelle des ressources de l'État. Finalement, que veut-on et que fait-on? Une question bien légitime puisque dans ce cas précis, on se demande si la descente des ministres ce premier jour de l'examen est opportune lorsqu'on sait qu'il y a des répondants sur le terrain qui peuvent bien faire le travail et rendre compte à tout moment que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour minimiser les ratés et qu'il y a des chefs centres qui sont désignés, qui connaissent avec précision leur rôle, leur cahier de charge pendant et après ces examens. Je pense, à mon humble avis, Tanguy, que nous avons fait l'expérience de ces lancements depuis plusieurs années. Ça ne change absolument rien, n'apporte rien de nouveau au déroulement des examens. Donc, comme bien d'autres décisions salutaires prises par le président Talon, depuis son arrivée au pouvoir, il devrait interdire cela et demander à ses ministres de tout coordonner depuis leur bureau. Je sais que ce que je dis ce matin ne plaira pas à ces cadres et acteurs du monde éducatif qui tirent leur pitance principalement de cette activité devenue une tradition au Bénin. Mais bon, on est dedans encore. C'est la routine. Franck Arnaud, merci beaucoup. C'est donc le premier sujet de nos échanges ce matin sur Actu Matin pendant le forum. Les acteurs qui vont y participer seront là. Je vous ai déjà présenté notre observateur de ce matin, Alessandre Dinan, qui est toujours en place. Alessandre, merci de nous tenir compagnie. En face de vous, vous aurez William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric Guédenon. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck s'ennuie, hein, qu'on organise, des cérémonies de lancement officiel des examens de fin d'année. Eric, ça vous ennuie aussi? Pas tellement. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur
ce format. On me dira certainement que c'est une vieille tradition. Nous avions tous été candidats une fois, enfin plusieurs fois dans notre vie, et cela se faisait déjà, où à chaque examen, nous recevons la présence du ministre, du préfet, du maire, et puis tout ça. Je pense que l'esprit de la chronique, si cela peut éveiller certaines réflexions à l'effet de revoir le format, pour que cela ne ressemble pas à un show politique, pour que cela ne soit pas l'occasion pour les autorités de dérouler de longs discours devant les enfants, à un moment où ils ont besoin d'être concentrés sur l'objectif du moment. Parce que ça n'est pas l'objectif du moment. Ils sont venus composer, ils sont venus justement s'occuper de la façon dont ils vont rendre les conséquences qu'ils ont reçues, les connaissances qu'ils ont reçues, n'est-ce pas, des enseignants à ce moment précis. Donc je pense qu'on peut essayer encore de revoir le format. Encore je ne sais pas si il y a un texte, il n'y a pas une loi qui impose cela. Donc cela n'est pas non plus si obligé que ça. On peut voir ce qu'on gagne et en même temps ce qu'on perd. William, Tanguy, dans un pays où les apprenants, ceux qui sont en quête de devenir les gouvernants de demain, les acteurs de la société de demain, n'ont presque aucune occasion de rencontrer les autorités. Je crois que c'est un des rares moments où on voit un préfet avec son accoutrement, cette tenue d'apparat. C'est un des rares moments où, quand on est à un certain nombre de kilomètres de Cotonou, on peut voir un ministre en déplacement. Donc, pour moi... Ça apporte quoi à la chance de réussir? À la chance de réussir, pas grand-chose. Mais à l'expectative de cet apprenant qui rêve de devenir, je ne sais quoi, ministre, président de la République, cadre à divers niveaux, quelque part ça le stimule. Le tout petit enfant peut avoir ce désir d'accéder à cette fonction un jour, juste pour avoir vu l'autorité parler bien français, le motiver, l'encourager. Maintenant, au-delà de ça, ça apporte quoi? Rien. Qu'est-ce que ça coûte par contre? Franck a peint le tableau. Ça coûte un show politique. Ceux qui ont organisé entre-temps des travaux dirigés pour renforcer les apprenants viennent revendiquer ce cadeau politique et donc gagnent des points sur leur électorat. Et donc, quelque part, moi, je peux décrire cet aspect de la chose. Sinon, aller au contact des apprenants, pour moi, c'est rien. Mais quand ça doit nous coûter ce que ça nous coûte financièrement aux caisses de l'État, et qu'en retour, ce soit un peu plus, je ne dirais pas de l'exhibition, mais une démonstration de force. Vous voyez, quand c'est le préfet, le maire de la commune s'y ajoute. Quand le préfet est dans une autre commune, le maire de la commune qui n'a pas reçu la visite du préfet organise à sa façon. Là où le ministre va, toutes les autorités locales du ministre. Ça montre tout l'engouement, ça montre tout l'intérêt, tout le sérieux qui accompagne justement ces candidats qui sont soumis à des épreuves. Et je crois que ça participe quelque part, comme vous l'avez dit, de la stimulation de leur intérêt pour leur devenir, et ça quand même participe à la construction de la psychologie, de bonne psychologie de l'apprenant. Je vais pas sourire, mais je vais donner la parole à Alexandre Adina, lui qui est acteur du monde éducatif. Premier avis, premier sentiment au sujet du commentaire de Franck. Merci. Et je dois dire que le brevet d'études du premier cycle, par exemple, est organisé conformément à un arrêté. Et lorsqu'on n'apporte pas certaines précisions, on peut se tromper dans les appréciations. On y va donc pour les précisions. Lorsque nous prenons l'organisation de cet examen, cela est régi par l'arrêté 2017-124 du 4 décembre 2017 portant institution et organisation du brevet d'études du premier cycle conforme au programme d'études selon l'approche par compétences. Et lorsque vous prenez la composition des commissions, et lorsqu'on prend d'abord la phase du déroulement des épreuves écrites, au plan national, c'est le ministre qui est le superviseur. Lorsque nous prenons la phase écrite des épreuves du brevet d'études du premier cycle, c'est le ministre qui est superviseur au plan national. Le ministre est le superviseur.
Le directeur des examens concours est le président. Les vice-présidents sont l'inspecteur général pédagogique du ministère, le directeur de l'enseignement secondaire général. À la coordination, nous avons l'inspecteur général pédagogique adjoint et le chef service des tests, examens et concours de la DEC au niveau national. Et les membres sont les chefs services de validation, de certification des programmes d'études et d'évaluation des apprentissages au niveau de la DIPIC. Alors, c'est toute une quantité d'hommes et de personnes. C'est pour vous dire, oui. Au plan départemental également, vous avez le DDEPS comme président, vous avez l'inspecteur pédagogique délégué comme vice-président, le chef du service des examens et concours comme vice-président aussi, et les membres, c'est le chef du service de l'enseignement secondaire général, le chef du service financier, le chef du secrétariat et un inspecteur de pool. Au niveau de chaque centre, vous avez le chef centre et vous avez chaque fois le représentant du directeur départemental. Il n'y a pas de nom de politique. Voilà ce qui concerne les acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Je n'ai pas connaissance d'un arrêté qui organise ça au niveau des acteurs politiques que sont les préfets. Oui, c'est quand même un rendez-vous important, et les acteurs politiques, le maire par exemple, ou le préfet par exemple, ce sont des autorités qui sont habilitées à avoir quand même un petit souci de les administrer, que sont ces apprenants, et ils doivent se rendre compte de quelles conditions entourent justement l'organisation et la tenue de l'examen auquel ils participent. C'est normal. J'ai jugé utile d'apporter ces précisions parce que lorsqu'on retrouve le ministre, le DEC et les autres acteurs, on se dit mais que viennent chercher tous ces acteurs-là? Je rappelle que c'est prévu par un arrêté. Est-ce qu'ils sont obligés de se mobiliser autant pour envahir une salle de composition, et surtout qu'on suspende l'heure, attendant d'abord que le ministre donne le top avant de commencer? Si ce n'est que pour s'assurer du déroulement de l'examen, ils ont eu, je dirais, toute l'année scolaire, n'est-ce pas, pour véritablement jouer ce rôle, se rendre régulièrement dans les écoles et voir comment les enfants essaient de suivre les cours, peut-être les tout derniers jours avant l'examen également, fait ce tour-là. Ce dont nous parlons, c'est ce que nous observons, je dirais, en l'espace de 7h30 à 8h, n'est-ce pas, dans une salle d'examen où on a devant soi, bien entendu, un nombre important d'autorités qui viennent justement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vérifier là à ce moment précis comme bon déroulement des examens? Qu'est-ce qu'on veut? On veut s'assurer véritablement. Je pense que jusqu'à la veille de l'examen, on a déjà réglé tous ces détails. Les questions. Franck? Oui, moi je remercie le syndicaliste. L'observateur ce matin. Observateur. Pour nous avoir donné toute l'étude des dispositions de ces tests-là. Mais ce sont les hommes qui ont écrit ce test-là. Et figurez-vous que ce que nous avons dit par rapport à l'organisation, le cérémonial, en réalité, c'est ça qui nous intéresse. Cette organisation, on dit que le ministre est un superviseur au plan national. Oui, la supervision, ça se fait aujourd'hui, même avec les moyens que les NTIC nous permettent d'avoir. On peut superviser de son bureau. On peut superviser de n'importe où. Si le ministre veut avoir les statistiques à la minute près, on peut l'avoir. Et le petit couac, c'est pas évident, non? Prendre son téléphone, appeler le ministre alors qu'il y a un petit problème dans un centre. Si tu dis n'importe quoi, à Tchoumi ou à Malanville ou quelque part à l'extrême du Bénin, comment est-ce que ça un peu le tout de toutes ces localités? Si qu'on veut avoir l'œil sur tout ce qui se passe, on peut appeler le ministre s'il est disponible à recevoir ses appels. Si ça ne l'ennuie pas, il peut recevoir. Moi, je peux comprendre que les préfets sont les répondants de tous les ministres au niveau des départements et qu'il faut aller ici. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans les centres de composition, où le maire lance, le préfet lance, le ministre lance, le chef d'arrondissement lance, oui, ailleurs, le chef village lance, le chef village, on se mobilise pour lancer. Moi, je me dis, on peut dispenser. Qu'est-ce que vous estimez? J'ai senti notre observateur qui n'est pas allé au bout de... Non, il voulait avoir tout à l'heure, c'est sûr. Et je suis sûr qu'il va nous éclairer davantage. Mais Franck a raison de s'intéresser au cérémonial. Vous savez, il n'y a rien qui dérange dans des républiques comme les nôtres autant que le folklore. Parce que dans tout ce que nous faisons, même quand c'est les autorités au très haut niveau,
au nom de la politique, au nom de ce qu'on est un acteur politique, au nom de ce qu'on a une base à haranguer parfois, il y a un peu trop... Vous voyez par exemple les cortèges de véhicules à entrer dans les centres d'examen. J'avoue que je n'ai pas encore connaissance d'un cérémonial qui ait empêché le démarrage à 8h00 d'un examen. Je sais que les autorités s'arrangent la plupart du temps pour être à l'heure, pour être ponctuel, pour ne pas empiéter sur le calendrier des apprenants. Mais regardez le nombre de cortèges. Même nous, faisons notre procès à nous aussi. La presse, regardez le nombre de véhicules de médias dans un centre de compétition. Oui, mais quand il y a événement, on ne va pas en vouloir aux journalistes. On ne s'en veut pas. Mais tout ça concourt à rendre davantage folklorique, à faire un peu cet effet, ok, nous nous intéressons aux apprenants. Vous savez, il y a des préfets qui n'ont jamais mis pied dans aucun établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire et qui s'attendent au miracle et qui vont dire aux apprenants que parmi eux, il y en auront qui ne pourront pas tirer leur épingle du jeu cette année-là. Arrêtons, je crois, ce cinéma. Oui, Alessandre. Merci. Et j'ai participé à des lancements d'examens. Et je crois que il y a des précisions à apporter par rapport à ça parce que ce ne sont pas tous les acteurs. D'ailleurs, tous les acteurs que nous avons cités ne sont pas forcément présents au lancement. Et première des choses à retenir. Deuxième chose, même les acteurs présents ne vont pas tous dans la salle où le lancement officiel a lieu. Ça, c'est une réalité. Elle se voit. Non, ils ne s'intéressent pas. Et, ils ne viennent pas dans le centre, c'est ça? Bon, ils sont dans le centre, ils ne perturbent pas les apprenants, ils sont quelque part peut-être à la salle des professeurs où se trouvent les surveillants et le chef centre. Les surveillants reçoivent des consignes, vont dans les salles et ils vont dans une seule salle. Il faut parler du cérémonial et de tout. Non, lorsque vous parlez de cette affaire, est-ce qu'on a besoin? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin? Je ne suis pas là pour Alessandre, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a besoin? Les acteurs politiques. Non, personne n'est défenseur ici, ou attaquant si on le veut. Mais est-ce qu'on a besoin de lancer un examen officiellement? Oui, on a besoin. En quoi est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent parce que un examen, vous savez, c'est la différence qu'il y a au niveau de cette évaluation et les autres évaluations, c'est que lorsque vous prenez les lycées et collèges, vous avez les devoirs surveillés qu'on organise, ce sont des évaluations sommatives, mais lorsque vous prenez un examen, il y a un enjeu, il y a une certaine importance parce que c'est une évaluation certificative. Et qui nécessite la présence forcément du ministre dans la salle. Non, le ministre ne parcourt pas tous les centres. Mais il parcourt au moins le centre. Oui, le ministre lance officiellement, compte tenu du caractère solennel de cet examen, de l'importance de cet examen. Il est normal que le ministre fasse le lancement dans un centre. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de perte de temps, je dis... Et de perturbation des candidats. Les candidats ne sont pas perturbés parce que les épreuves sont distribuées et lorsqu'il s'agit d'intervenir, les autorités n'interviennent pas dans une salle de composition. Elles se retirent et peut-être c'est le ministre et le directeur des examens et concours qui accordent une interview à la presse une fois le lancement terminé. Et par rapport... Et à ce qu'on peut appeler perte de temps, il n'y a pas perte de temps parce que si c'est prévu que les épreuves démarrent à 8 heures, les dispositions sont prises pour que les épreuves démarrent effectivement à 8 heures sur toute l'étendue du territoire. Si c'est prévu que ça démarre à 8h30, les dispositions sont prises pour que ça démarre effectivement à 8h30. Voilà ce qu'il faut retenir. Je comprends l'observateur, il est dans son rôle également. Mais je pense que déjà la veille, le ministre a délivré un message que tous les médias vont enregistrer. On passe ça dans les journaux, on passe ça dans les éditions du journal télévisé, journal parlé, et ça passe partout. Aujourd'hui, encore avec les réseaux sociaux, tout le monde sait que le ministre a délivré un message. Deuxième chose, lorsque vous voyez les médias se ruer sur les cérémonies de lancement, ça nous fait peine même les bons angles que nous devons ressortir dans la couverture de cet examen. Tout le monde est derrière le ministre, on le suit et il passe dans les centres, il fait le lancement officiel, alors que
ailleurs dans la salle, hein, dans d'autres centres, il y a peut-être des choses plus intéressantes, les épreuves, comment cela a été abordé. La maman qui est à la maison ne veut pas savoir si le ministre a lancé, c'est de savoir si l'épreuve abordée, si l'enfant a bien composé, si l'épreuve abordée a été... Je vois des adjoints au maire sur les images. Oui, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Moi, je pense que même s'il y a un arrêté, j'en aurais fini. Même s'il y a un arrêté qui organise tout cela, on peut revoir, on peut toiletter les tests, on peut revoir pour dire, écoutez, concentrons-nous sur l'essentiel et laissons les enfants composer. Tranquillement, Eric. Encore que par rapport à l'arrêté, je pense que l'arrêté ne fait pas une fixation sur la façon dont il faut lancer les examens. Je pense que l'arrêté a plutôt précisé les équipes qui doivent gérer, coordonner, n'est-ce pas, un examen au plan national, au plan départemental, avant, pendant et après. Est-ce qu'un discours du ministre n'aurait pas suffi largement? Oui, absolument. Et là, je suis d'accord avec ce que Franck a relevé. Et ce discours, nous l'avons déjà la veille. C'est même déjà préenregistré. Et puis, en complicité avec les médias, ce discours est véritablement diffusé à l'endroit de tous les acteurs, où le ministre fait un peu le point, salue les différents acteurs, encourage les enfants et puis leur souhaite une bonne chance. Alors, ce dont nous parlons, c'est le jour de l'examen. Je pense que si nous mettons les arguments, oui, qu'est-ce qu'on y gagne? Un sentiment de solidarité de l'État à l'endroit des enfants, ce moment précis, un discours d'encouragement, de soutien, ben écoutez, l'État est là pour vous, l'État a fait tout pour vous, tout au long de l'année, on a veillé à ce que vous soyez à l'école, les enseignants sont présents, machin, et puis tout ça. Et puis, c'est ça. Bon, après, on n'a pas un instrument pour mesurer ce moment, combien ça peut perturber la psychologie d'un candidat. Ou ce que ça peut apporter aussi de positif. De positif, bon, c'est peut-être l'étonnement d'un candidat, comme l'a dit William, qui n'a jamais vu peut-être, j'ai pas envie de dire de toute sa vie, en tout cas, un nombre aussi important d'autorités. Maintenant, en quoi cela peut stimuler un candidat, je sais pas, à devenir ministre et puis tout ça, si l'autorité veut saisir l'occasion pour toucher la vie des candidats, ils n'ont qu'à se rendre régulièrement dans les écoles, ils n'ont qu'à se rendre régulièrement là où les enfants se retrouvent. Ils le savent, c'est pas seulement le jour des examens à 30 minutes qu'il faut véritablement régler toutes ces questions. Ça ne suffit même pas. Encore qu'un maire peut donner la possibilité de choisir dans l'année des moments précis pour aller voir comment on s'occupe des enfants. Eric, vous allez laisser William prononcer. J'ai envie de faire une étude pour voir les centres dans lesquels les autorités lancent les examens, quelles sont les performances des apprenants qui composent. J'attends de voir on ne peut pas avoir un lien évident et direct sur le succès ou l'échec des apprenants. Cette ironie me permet d'atteindre la conclusion de mon propos. C'est bien beau, mais quand ça va nous coûter ce que ça nous coûte là, ça nous coûte quoi? Ça nous coûte de l'argent. Et ça nous coûte de la distraction. On a envie de les voir sur d'autres fronts. Il y a des questions qu'on leur pose depuis des siècles sur lesquelles ils n'ont jamais opiné. On veut les voir. On va finir sur ce sujet-là. Je crois que c'est important que les acteurs s'intéressent davantage aux préoccupations du secteur de l'éducation au cours de l'année scolaire. Ça, je suis entièrement d'accord avec les débatteurs par rapport à ça, parce que c'est pas le jour du lancement que l'autorité vient s'enquérir des problèmes pour y apporter les solutions appropriées. Mais je crois que un examen, c'est un tout. Ce sont des acteurs qui ont encadré les apprenants. Donc, le plus important pour les acteurs, surtout les enseignants, c'est de s'intéresser à leurs préoccupations, de faire en sorte que les solutions appropriées soient trouvées aux problèmes qu'ils posent. Et je crois que nous aurons l'occasion d'en parler dans la suite du débat. Allez, non, justement, on va changer de sujet. Je crois qu'on a évoqué, à défaut de supprimer, je parlais tantôt d'une tradition, on peut revoir le format. On peut revoir le format. J'ai proposé un discours à la veille. Ça ne va pas, ça ne suffit pas. Ça se fait déjà. Oui, on s'en tient à ça. Le jour de l'examen, on laisse, par exemple, si vous prenez une localité où il y a 17 centres, et le ministre va dans un seul centre, comme vous le dit, William. Un seul centre, une seule salle ou deux salles. Le candidat a l'occasion de voir le ministre et les autres candidats. Ils n'ont pas envie de voir ce ministre-là. Chaque année, on change de localité, on change dans de centre. Et à côté, par exemple, la délégation préfectorale ou préfectoro-municipale, si ça existe, a fait le tour de plusieurs centres. Donc peut-être c'est utile à peut-être faire la ronde
comme une patrouille. Les gars, on va changer de sujet, on va rester dans le monde éducatif. Et hier, le Conseil des ministres a décidé de procéder à l'installation de lampes solaires, c'est bien cela, dans les établissements où il n'y a pas d'énergie électrique. C'est le sujet qui a retenu l'attention de notre observateur ce matin dans la revue des Une. Alessandre Dino, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous, important pour vous? Merci. Je crois que l'électricité fait partie des denrées de première nécessité et vous avez des établissements, vous avez des écoles où il n'y a pas l'électricité, vous avez également des lycées et collèges qui n'ont pas d'électricité. Donc, si le gouvernement a fait l'option d'installer des lanternes scolaires dans les écoles, nous encourageons l'initiative, c'est une bonne chose. Et ici, je crois que vous avez parlé des enseignements maternels primaires. Et si nous avons un souhait, c'est qu'on puisse l'étendre également aux lycées et collèges de notre pays, parce que les collèges manquent cruellement, les lycées et collèges manquent cruellement d'électricité. Et cela agit sur le temps scolaire, parce que un cours qui doit prendre fin à 19h, prend fin peut-être à 18h ou à 18h30 parce que l'électricité fait défaut. Lorsque vous prenez 30 minutes, un certain nombre de fois dans la semaine, il faut voir le temps qu'on est en train de perdre. Et cela ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il va être difficile si l'enseignant ne prend pas des dispositions pour organiser. Oui, mais on connaît il sera difficile on connaît notre grand civisme au Bénin. On sait combien nous prenons soin du bien public. Quand vous prenez la route Cotonou-Ouida, vous voyez dans quel état les lampadaires solaires installés sont. Est-ce que c'est vraiment une option pertinente là, Franck? J'espère qu'il y aura des mesures d'accompagnement. Sinon, ne soyez pas surpris de voir ces lampadaires là dans les chambres de certains citoyens. Moi, j'en ai vu à Parakou où on est allé arracher, oui, on est allé arracher un lampadaire qui doit servir au public et on est allé l'installer dans sa chambre. Vous voyez même la luminosité. Mais il se fait du mal. Il se fait du mal sans le savoir. Il a été rattrapé par la police, heureusement. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que le gouvernement a prise pendant la période. Dans les écoles, on a besoin de lumière. Vous voyez, lorsque vous êtes en classe et subitement le ciel s'assombrit, le maître s'assoit et dit « Taisez-vous, taisez-vous ». On ne voit plus rien au tableau, il ne peut plus écrire. S'il y a la lumière dans les salles de classe, ça va permettre de poursuivre le cours, même quand il y a orage, même quand le ciel s'assombrit. Dans la nuit, il y a des gens, des individus mal intentionnés qui vont dévaliser, qui vont, disons, cambrioler les salles de classe, qui emportent les ouvrages, qui emportent les documents, le cahier de notes, et tout ça, le cahier de conduite. Ça va changer un peu. Mais il faut des mesures d'accompagnement parce que les gens sont très enclins à tout ce qui est lampadaire solaire. On va même arracher la batterie très haute. Je crois qu'il y a des options désormais où les batteries sont incorporées et difficilement volables maintenant. Je crois que c'est cette option qu'on l'en fait de plus en plus maintenant pour ce qui concerne l'éclairage public. Oui, Eric. Écoutez, nous sommes dans un cadre d'éducation. Comme on le dit, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Et donc, la lumière pour certainement éloigner l'ombre ne peut qu'aider les apprenants, les écoliers, les élèves à mieux se sentir en sécurité, et comme l'a relevé notre invité, et permettre également aux chefs d'établissement de pouvoir récupérer les minutes à cause de l'obscurité. Je pense qu'il faut d'abord régler ce problème, mettre à disposition des écoles des infrastructures qui puissent permettre à ce cadre éducatif d'avoir de la lumière, et puis après régler le problème de sécurité. Et je pense que, comme vous l'avez relevé, cette option existe aujourd'hui où justement on sait ce qui intéresse généralement ces personnes animées de mauvaises idées. C'est souvent quelques éléments de ce dispositif. Je pense qu'aujourd'hui nous avons évolué, il y a des options qui assurent plus de sécurité. William? Même à l'université d'Abomey Calavi, quand vous questionnez l'une des raisons pour lesquelles l'éclairage public est mis à mal, on vous dira que c'est le vandalisme sur ces lampadaires solaires. Je ne sais pas, nous avons un appétit sérieux pour les lampadaires solaires après les câbles de cuivre. Ce n'est pas de notre faute, hein, William. Quand on est difficilement servi en énergie électrique,
on ne peut qu'avoir beaucoup d'intérêt pour l'éclairage public. Mais ça, c'est de l'incivisme. Oui, mais... Tout simplement, l'éclairage public demeure éclairage public. Vous imaginez pas que quelqu'un est 24 heures sur 24 l'énergie électrique et qu'il paye à moindre coût et qu'il s'intéresse à un lampadaire pour se griller les yeux. Je suis d'accord, mais quand on n'a pas le même standing de vie dans la société, on attend d'atteindre un certain niveau de vie, et surtout lorsqu'un ouvrage est destiné à l'usage public, on le respecte et on laisse tout le monde profiter au même titre de cet éclairage public, comme c'est le cas de ceux dont nous parlons. Vous savez, même à Cotonou et à Bomé-Kravi, toutes les écoles ne sont pas éclairées. Hein. On a tendance à croire que les lampadaires solaires iront dans les localités enclavées. Pas du tout. Non, il y a des écoles à Cotonou et on a voyé l'état dans lequel elles sont. Ben, franchement, c'est quand même délabré. N'oublions pas que beaucoup d'apprenants n'ont pas l'électricité à la maison et profitent de l'éclairage public pour apprendre. On pense que c'est d'une époque révolue, mais même à notre époque, ça existe toujours. Ça existe encore. Même dans les grandes villes, même dans les grandes villes. Mais après, aujourd'hui, vous avez l'énergie est certes disponible, mais on l'a pas toujours dans nos maisons, dans nos ménages. Vous avez des quartiers jusqu'à l'heure. Allez, j'ai deux sujets là, mais j'ai 3 minutes. Je ne sais pas lequel on décide. La parole en premier. D'accord. Il faut déjà choisir le sujet. J'ai un sujet sur la décision de la Cour africaine de justice concernant cette note interministérielle qui interdit donc de concéder des services publics à des personnes poursuivies par la justice. La Cour africaine la condamne cette décision-là. Et puis, j'ai ce sujet qu'on a évoqué hier et qui intéresse Mathilde, l'observateur, c'est la question du calendrier scolaire. On fait quoi? Mais on a parlé du calendrier scolaire. Parlons de... Parce que William, il est très accroché. On va voter par principe de ce que nous avons un invité et que nous travaillons pour nos téléspectateurs. Eh bien, on donne la parole à l'invité. Alors, on vous a vu intervenir sur la question de la gestion du calendrier scolaire. Il n'y a que les syndicats et les promoteurs d'établissements privés précisément s'énervent parce qu'on leur reproche de fermer les écoles, les classes avant même la date prévue qui est la fin du mois de juillet. Pourquoi est-ce qu'il faut s'énerver, Alessandre? Je vous ai vu intervenir là-dessus. Merci. Si il y avait la possibilité de vous faire une proposition, j'allais vous demander d'abandonner ce sujet pour que nous parlions des problèmes des acteurs du système éducatif que sont les enseignants. Parce que par rapport à ça, nous avons déjà donné notre point de vue. Oui, lequel? Vous l'avez donné sur Canal 3 Bénin? Oui, il y a un planning. Il y a un planning qui est élaboré par la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité. Donc, vous aviez validé ensemble. Il y a une période pour terminer les programmes, aussi bien dans les classes d'examen. Oui, mais les privés s'empressent de renvoyer les enfants à l'école, c'est le 20 août à la maison, pardon. Fin avril, on doit avoir terminé les programmes et à partir déjà du 1er mai... La proposition de fin d'année, c'est quand? C'est prévu pour quand selon le calendrier? Non, le calendrier scolaire, c'est tout un ensemble. Oui, la composition de fin d'année au niveau primaire, c'est prévu pour quand dans le calendrier scolaire? Non, dans le calendrier scolaire, et les compositions de passage ont lieu juste après la phase écrite du certificat d'études primaires, SEY. Et au niveau des lycées et collèges, une fois que les moyennes sont calculées, puisque ce sont les mêmes acteurs, les enseignants, qui sont impliqués dans les travaux d'examen SEY. Donc, déjà, à partir du 2 mai, nous avons eu à le dire, les examens ont démarré au niveau de l'enseignement technique. Et c'est parti pour août, parce que après la phase écrite, il y a la phase pratique. Qui conduit les acteurs jusqu'en août. Ce sont les mêmes acteurs. En dehors de cela, lorsque vous prenez l'enseignement général également, vous savez qu'il y a des établissements qui abritent aussi bien les épreuves écrites que les travaux de correction. SEY. Donc, un établissement, par exemple, où se déroule le BPC, le bac et la correction démarre, la correction du BPC suit, la correction du bac vers juillet après ça, parce que le centre est à la fois centre de correction et de délibération. Vous voyez, et ce sont les mêmes acteurs, les enseignants, qui sont impliqués dans cette... Vous êtes rémunérés, de manière ce que nous sommes en train de dire, lorsqu'on parle d'activité pédagogique, cela ne se limite pas
à un enseignant qui se trouve en situation de classe, mais les travaux de correction, ce sont des activités pédagogiques et ce sont les enseignants qui sont impliqués dans ces travaux-là. Et puisqu'il y a un planning qui a déjà fixé un délai pour terminer les programmes, je crois que tout le monde est dans le délai et le calendrier est respecté. Donc, ce que nous avons fait remarquer, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enseignant qui a déjà terminé les programmes, qui a calculé les moyennes, qui est sollicité par le même État pour évaluer les apprenants par rapport aux différents examens, on ne peut pas s'attendre à ce qui se retrouve encore dans les salles de classe avec les enfants. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est sollicité. Hein. Je crois que ça ne fait même pas le 10e du personnel enseignant qui est sollicité. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, celui qui n'est pas sollicité, il peut continuer à travailler avec les enfants. Qui a fini le programme, qui a calculé les moyennes. Maintenant, il y a quoi d'autre à faire? Lorsqu'il a fini de faire ça, il a terminé l'année. C'est de ça il s'agit. Mais le calendrier, c'est élaboré avec les acteurs, non? Au moment où on décide de... Oui, le calendrier scolaire est élaboré avec... À ce moment précis, pourquoi on n'a pas posé ce problème? Pour harmoniser les points de vue. Non, mais je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Ce que nous avons fait remarquer tout simplement, le calendrier scolaire a prévu la fin des activités pédagogiques pour le 30 juin. Alors que les activités pédagogiques ne prennent même pas fin le 30 juin. Ce que j'ai fait remarquer, les travaux de correction qui vont jusqu'en juillet. On parle des classes intermédiaires en fait. Mais les classes intermédiaires ont également terminé les programmes conformément au plan. Comment vous vous arrangez pour terminer avant la date prévue? La date prévue, c'est le 28 avril. C'est un acteur du système éducatif qui vous parle. La DIPIC a prévu que les programmes s'achèvent le 28 avril pour que les révisions démarrent. Les enfants vont en vacances le 28 avril. Parce que moi, j'ai observé que après le CEP, il y a les enfants de la classe de CM2 qui sont retournés dans les classes. J'en ai vu qui ont remis encore leur kaki. C'est aberrant à mon avis. C'est aberrant parce que l'enfant qui a fini de composer, il doit le laisser à la maison. Allez les gars, je vois que la question, vous ne l'avez pas vidée hier, ça vous a intéressé. Je vous redis merci à notre observateur qui nous a éclairé quelque peu. Je dois vous souhaiter de passer une très bonne journée, chers amis. Oui. Vous voulez rester avec moi? Non. Ça ne me dérange pas. Hein? Nous laissons l'observateur en votre compagnie, Tanguy. William et moi, nous vous laissons en compagnie de Franck et puis l'observateur. D'accord. Merci beaucoup, Franck, de rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Allez, on va souffler un peu, le temps de revenir par ici, finir Actu Matin dans son programme ce matin. On aura au téléphone le maire de la commune de Tokontounan pour nous parler économie, comment va sa commune, et puis on donnera la parole à Asiongbo Kanya pour nous expliquer en détail de quoi retourne l'actualité vue par les quotidiens dans leur production de ce jeudi matin, et on finira avec l'avis de l'observateur. Allez, on souffle un peu. Atulo ni dona jo ni ton le ni opole on pa buzo kosi atilo ma pelu ganga. Engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi. Nous sommes de retour en plateau. Nous avons appelé le maire qui est en ligne, M. Blaise Bikakwa. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous m'entendez clairement là? Oui. Merci d'avoir décroché notre appel. Oui.
C'est vrai qu'on vous prend au dépourvu. On avait prévu vous appeler autour de 8h10. On a pris un peu de temps, mais on va y aller très rapidement. Monsieur le maire, vous avez décidé d'organiser un forum économique de 2 jours dans votre commune le mois écoulé. Pourquoi avoir mobilisé toute la commune sur une question pareille? Pourquoi avoir mobilisé toute la commune sur la question d'un forum économique? Vous le constatez, c'est pour plusieurs raisons. Oui. Oui. Lesquelles? La raison première, c'est oui. que les fils et filles de la commune de Tukuntouran se retrouvent. Hein? Oui. Et ensuite, discuter développement. C'est ça. Parce que dès que vous ne vous retrouvez pas, vous ne pouvez pas discuter développement. C'est ça. Et comme vous le constatez aujourd'hui, oui. les fonds que l'État nous envoie, oui. ces fonctions ne suffisent pas pour qu'une commune se développe. Ah bon? Il faut que chacun de nous accompagne également. Si l'État fait sa partition, nous-mêmes en tant que fils et filles, nous devons faire également notre partition. C'est ça. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Il faut qu'on se retrouve autour de la commune. C'est ça. Sinon, dans la commune, oui. ensemble, regarder dans la même direction, discuter et voir qu'est-ce que chacun de nous puisse apporter pour le développement de notre commune. Alors, quelles sont les grandes décisions issues de ce rendez-vous? Les grandes décisions, oui. Nous avons ensemble dynamisé la collaboration entre la commune et ses fils et filles, oui. en vue d'un développement économique et social qui est accéléré et participatif, comme je l'ai dit tantôt. Le forum également a permis de renforcer la confiance entre la collectivité locale et citoyens. Ça a permis également de social, action communale de développement. C'est ça. Nous avons Monsieur le maire? Allô? Oui, vous nous entendez? Oui. Très bien. Oui, continuez. Continuez, on vous écoute. Hein. Je disais que, bon, également identifier des instruments. Oui. Innovants d'incitation, de mobilisation des fils et filles. D'accord. Pour le développement économique et social. Nous avons aussi acté pour la création d'un fonds de développement. C'est ça. Ce fonds, on l'a appelé FODEC, le fonds de développement communal, le fonds de développement communautaire, qui est un instrument d'appui à la solidarité au développement par des souscriptions des fils et filles de notre commune. Également, il y a un engagement des volontés des citoyennes et citoyens de la commune pour la mise en œuvre des projets de développement de notre commune. C'est ça. Donc voilà des actions que nous avons pu, que le forum a pu accoucher. C'est ça. Vous avez décidé, si je vous ai bien entendu, de créer une cagnotte où chaque citoyen qu'il veut, qu'il souhaiterait, apporterait sa contribution économique au développement de la commune. En quoi est-ce que c'est pertinent, plutôt que d'envisager par exemple des mesures qui incitent à la production agricole pour booster l'activité économique? Okay. Comme vous le savez également, puisque nous sommes partis de notre PDC, la vision de notre PDC. Oui. Qui dit d'ici 2027, Tukuntouran une commune bien gouvernée, oui. avec une agriculture modernisée, à économie prospère, où règne la sécurité et le bien-être collectif. Ça. Donc, dans tout ceci est contenu tout ce que nous avons dit. Donc, le fonds qui sera mis à la disposition, oui. C'est un fonds social. Donc, on peut intervenir dans tous les domaines. C'est ça. Oui, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la scolarisation, que ce soit dans tout. Oui, justement, le domaine agricole m'intéresse très bien. Alors, le fonds, qu'est-ce qu'il a prévu comme action dans le domaine de l'agricole pour fouetter un peu la production là-bas? Oui,
beaucoup même, parce qu'il y avait beaucoup de panels, il y avait même un panel qui s'occupait de l'agriculture, de la scolarisation. Donc, chaque panel a sorti des résolutions. Oui. Oui, et le domaine agricole est vraiment prioritaire ce fond. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des spéculations sur, sur lesquelles le panel a mis l'accent et qui pourraient être quand même intéressants pour vous? Oui, comme vous le constatez, tout simplement, une commune productrice d'igname. Oui. La meilleure igname, elle vient de Tukuntuna. Ah bon? Oui, la meilleure igname, je ne le dis pas, tout le monde le sait, la meilleure igname vient de Tukuntuna. C'est ça. Oui, on fait beaucoup aussi du manioc. C'est ça. On fait également du maïs. On fait beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de Tukuntuna. C'est ça. Donc, la pollution est vraiment... Et comme vous le constatez aujourd'hui, Tukuntuna produit beaucoup de mangue. Je sais que lors de ce forum, il y a un fils de Tukuntuna qui a dit est-ce qu'il ne fallait pas qu'on crée une industrie, une société qui va vraiment... nos mangues pourrissent, il faut quelqu'un quand même qui puisse prendre ça en compte. Tout à fait. Et justement, qu'est-ce que les réflexions ont donné? Faut-il installer une usine à Tukuntuna pour la question de la mangue? Oui. Donc tout ça là, on a prospecté tous ces domaines et je pense que bientôt il y aura quand même des usines pour les mangues. Monsieur Blaise Bekakoua, on parle économie, on parle développement. Il y a un adage qui dit que le développement, la route du développement passe par le développement de la route. En cette Tukuntuna, en tout cas pas très en forme en matière donc de voie d'accès. Est-ce qu'il y a eu des moments de réflexion qui ont concerné ce volet? Ah oui, c'est pourquoi j'ai donné la vision de Tukuntuna. Et dans cette vision, il y a pratiquement tout. Le développement passe par la route et sans route, on ne peut rien faire. C'est ça. Donc, tous les panels, comme je l'ai dit, il y a certains panels qui se sont occupés des routes. Alors, oui. On a beaucoup réfléchi. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Oui, on passe à l'action parce que nous attendons bientôt le rapport général, puisqu'il y avait un modérateur général. Nous attendons le rapport général et après ce rapport général, il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Et le comité de suivi sera chargé de suivre avec beaucoup d'attention toutes les activités qui seront menées au niveau de la commune de Tukuntuna. C'est ça. Monsieur Blaise Bekakoua, je rappelle que vous êtes maire de la commune de Tukuntuna. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Passez une très bonne journée, monsieur le maire. Le maire est déjà parti avant qu'on se dise au revoir officiellement. Retour à Cotonou, et place maintenant à la revue de presse d'Asiongo Kanya Siongo. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Se référant au Conseil des ministres d'hier mercredi, le matinal renseigne que 30 milliards de francs CFA, c'est la contribution de l'État pour lutter contre la flambée des prix des produits vivriers. Elle se traduira par la subvention des intrants agricoles au titre de la campagne agricole 2023. L'information a été rendue publique à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2023. Cette mesure permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et à 3 500 francs ou 4 000 francs CFA celui du flacon d'insecticide selon le cas. L'économiste du Bénin explique que selon le gouvernement, cette décision reste motivée car des projections faites sur la prochaine campagne, il s'est avéré qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. En réalité, ajoute Fraternité, pour pouvoir maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs, le compte rendu du Conseil renchérit qu'il est urgent que l'État et les acteurs de la filière coton renouvellent leur soutien ainsi qu'ils l'ont fait lors de la campagne 2022-2023 à hauteur de 55 milliards de francs CFA. L'autre quotidien s'intéresse à un autre point fort du Conseil des ministres et renseigne que le gouvernement a décidé de créer une agence
Un guichet unique qui procédera désormais au recouvrement de certaines structures publiques ou parapubliques dont la SBE, la SONEB et la SGDS. L'objectif visé à travers la création de ce guichet unique est d'optimiser et d'assurer l'efficacité du recouvrement des créances de ces structures. Cette agence interviendra comme un guichet unique de collecte des paiements et de recouvrement. Le rôle qui lui est assigné est de permettre aux citoyens et aux personnes morales d'échanger désormais avec un interlocuteur unique pour s'acquitter de toutes les factures et redevances, ce qui mettra un terme aux tracasseries en plus de la simplicité et du gain de temps induit. Et puis le matinal parle du projet lanterne solaire pour écrire que la décision de démarrer la phase pilote a été prise en Conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2023. Ce projet consiste en l'installation de lanternes solaires dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire. Ce projet mis en œuvre sur financement vert obtenu de la coopération avec le Japon permettra d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissage et évaluation. Pour l'heure, on en est à la phase pilote du projet. Cette phase pilote impactera les départements de la Libori, de l'Atakora, du Borgou, des collines, du Koufo, de la Donga, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou, à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3000 élèves retenus sur la base des critères d'identification et de choix objectifs. De son côté, l'économiste du Bénin publie les perspectives de la Caisse nationale de sécurité sociale sur la période 2024-2026 et renseigne que l'effectif des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale passerait de 444 598 en 2024 à 492 509 en 2026, soit une progression de 10,8%. Celui des employeurs connaîtrait une augmentation de 7,1% en 2026 par rapport à 2024. Ce samedi, les Guépards du Bénin accueillent les Lions de la Teranga du Sénégal. À ce sujet, Fraternité écrit 17 juin 2023, jour fatidique pour les Guépards du Bénin. Sur la route de la CAN 2023, ils doivent maximiser leurs chances de qualification. L'objectif est d'arracher une victoire qui vaut plus qu'un trophée face aux Sénégalais. La bataille sera rude lorsqu'on sait surtout que Mané et ses coéquipiers, de même que les autres catégories d'âge, sont sur le toit de l'Afrique. À ce sujet, un appel à la mobilisation générale a été lancé par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. En réalité, il s'agit d'un appel à l'union, à la convergence de toutes les énergies, une présence massive au stade, car la nature se manifeste quand tout le monde vibre à la même fréquence. C'est également un appel à cesser les guerres politiques, politiciennes, religieuses, les conflits internes et à prier ne serait-ce qu'une minute pour la victoire des Guépards du Bénin face aux Lions de la Teranga. L'autre quotidien estime qu'en invitant les supporters du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest à la mobilisation générale, le président souhaite créer une unité nationale autour de la cause commune, la victoire des Guépards. Il compte à cet effet sur le soutien indéfectible du peuple béninois pour pousser l'équipe nationale vers la victoire. Mathurin de Chacus se dit confiant concernant la potentialité des Guépards à relever vaillamment ce défi et à décrocher une victoire éclatante. Il rappelle que le Bénin a déjà démontré par le passé sa maîtrise du jeu et sa combativité. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, actualité de ce jeudi 15 juin 2023. Ça va finir. On va donner la parole à notre observateur pour nous dire ses impressions. Il nous a suivis tout au long de cette émission. Alessandre, qu'est-ce que ça vous a fait? Merci. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité parce que Canal 3, ça fait partie des chaînes sur lesquelles j'ai été par le passé régulièrement invité, mais depuis un moment, j'ai constaté que
je ne suis plus invité. Vous avez peut-être disparu des radars, mais non, cela n'empêche pas qu'on ait reçu d'autres syndicalistes. Non, nous le secrétaire général pas... de votre fédération, de votre confédération est passé par ici plusieurs fois. Bon, nous n'avons pas disparu des radars, c'est peut-être votre ligne éditoriale qui a changé. Entre-temps, vous aviez également suspendu l'émission Actu Matin, ça a repris maintenant, on vous en félicite. Le souhait, c'est que vous puissiez nous inviter de temps en temps parce que notre rôle, c'est d'attirer quand même l'attention des décideurs sur ce qui marche ou sur ce qui ne marche pas, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, dans notre pays, nous n'avons pas besoin des gens qui vont dire que tout ce qui se fait est complètement mauvais. On vous donne la parole et on vous donne la parole, en tout cas pour des occasions. Dire que tout ce qui se fait est merveilleux et très bon, elle se voit. Donc, comme par le passé, notre souhait, c'est que vous nous donniez de temps en temps des occasions pour opiner sur les sujets. Ça va se faire. Et ça se fait déjà. Le secteur de l'éducation, c'est le secteur le plus sensible et au vu de la loi, l'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Donc, il est important qu'on se penche sur le secteur de l'éducation où il y a beaucoup de problèmes à régler. Elle se voit. Donc, alors, pour le déroulé de l'émission, qu'est-ce que vous dites? Ça va? Bon, pour le déroulé de l'émission, je peux appeler ça Actu Matin, nouvelle formule. Et j'ai eu à participer à Actu Matin et les années antérieures aussi. Et le souhait, c'est que vous puissiez avoir un invité pour chaque rubrique. Elle se voit parce que l'observateur qui est là, du début jusqu'à la fin, il peut être ennuyé. Donc, je propose... C'est pourquoi on l'appelle afin qu'il participe à tous les plateaux qui passent devant lui. Oui, mais si vous pouvez... C'est mon point de vue, hein, ça peut ne pas être le point de vue de tout le monde. Si vous pouvez faire comme par le passé où chaque rubrique a son invité spécial, je crois que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Et c'est ce que je tiens à dire fondamentalement par rapport à ça. Et comme vous l'avez promis, il faut nous inviter pour que nous puissions parler des sujets de l'éducation, parce que quand j'ai annoncé l'émission, les collègues s'attendaient à ce qu'on vienne parler des soucis des enseignants, des questions de retour en formation des professeurs adjoints. En tout cas, les enseignants ne sont pas les seuls employés de la République, les seuls employés de l'État. Il y a d'autres secteurs aussi qui ont besoin de se faire entendre aussi, et à chacun on donnera la parole autant que faire se peut, en tout cas, tel que les micros et les caméras de Canal 3 sont disponibles. Comme nous le faisons depuis toujours. Mais comme j'ai eu à le dire, l'éducation reste la première priorité nationale. C'est pourquoi on a parlé essentiellement d'éducation ce matin. Alexandre Madina, merci beaucoup. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Bon week-end par anticipation et à lundi prochain.